Merci d'accueillir le directeur de la recherche et du développement de Pierre Fabre, Laurent Audely. Vraiment ravi d'être devant vous aujourd'hui. On va partager 20 minutes ensemble sur un sujet émotionnel, mais un sujet sur lequel on a tous à contribuer. Donc en particulier, ce que je voulais faire aujourd'hui, je m'excuse, j'ai cassé la télécommande, donc vous allez devoir juste me regarder pendant 20 minutes. Donc je vais vous parler aujourd'hui de comment on va pouvoir résoudre le cancer, les cancers, durant notre vie. Je ne parle pas de guérison, mais je parle vraiment de résolution, de solution, de faire tomber des barrières et de travailler tous ensemble vers un objectif commun. Quelques chiffres. Aujourd'hui, plus de la moitié d'entre nous, personnellement ou dans un membre de notre famille proche, ont subi ou ont aujourd'hui à adresser ce problème à cause d'un diagnostic relié à un cancer. Au niveau chiffre, aujourd'hui, chaque année, 14 millions de personnes sont diagnostiquées avec un cancer. À peu près 8 millions, donc plus de la moitié de ces 14 millions, malheureusement vont en décéder. Dans 20 ans, les projections que ce diagnostic va doubler. Donc on passe de 14 à 28 millions de diagnostics par an de différents cancers. Quand on va au-delà de ce chiffre et quand on commence à en fait disséquer les tendances, pour certains cancers, les courbes sont comme ça, pour des raisons multiples, nutrition, environnement, entre autres. Pour d'autres cancers, les courbes sont plutôt vers la baisse. L'objectif, mon objectif, c'est de vraiment pouvoir influencer cette courbe pour que d'ici qu'on atteigne 100 ans, 150 ans, on ait pu retirer toutes ces barrières et qu'on ait pu vraiment attaquer les cancers. Et je me sers de ce mot « attaquer » exprès pour qu'on ait des solutions. Peut-être des guérisons ou bien une approche comme on traiterait une maladie chronique. Donc, pour y arriver, quelques opportunités. Mais s'il y avait qu'un seul message à partager entre nous, c'est que c'est vraiment un travail d'équipe. C'est un travail où on doit tous se réunir autour d'une table, on doit pouvoir partager ensemble, on doit pouvoir travailler ensemble. On va parler de open sourcing, de crowdsourcing, de faire tomber des silos et fondamentalement de changement de comportement. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des chercheurs, vous avez des innovateurs dans la biotech, la pharma, vous avez des sociologues, vous avez des médecins, vous avez des professionnels de la santé, puis vous avez des patients. Et souvent, ça fait plus de 20 ans que je suis dans la recherche contre le cancer, en fait, ce qu'on voit, c'est que ce maillage n'est pas optimal. Vous allez me dire que oui, d'abord, on doit parler d'innovation, on doit parler de progression technologique, tout à fait, et on reviendra sur ce point. Mais dans un premier temps, ce qui va vraiment être essentiel, c'est qu'on reconnaisse qu'on est tous dans cette même barque, que c'est une maladie qui nous touche tous, une fois de plus. Plus de 50% d'entre nous ont été personnellement touchés par cette maladie. Et donc, c'est un problème à attaquer ensemble. Premièrement, si j'étais moi, j'investirais encore plus fort dans la recherche biomédicale pour identifier les mécanismes sous-jacents entre l'hôte, H-O-T-E, et la tumeur, pour continuer à attaquer en fait tous ces réseaux biologiques, toutes ces complexités au niveau cellulaire qui font qu'à un certain niveau, en fait, résoudre le cancer au niveau de la biologie fondamentale, c'est quasiment plus compliqué que d'envoyer une fusée sur Mars. Mais ça n'empêche que si on n'accélère pas notre investissement dans la recherche fondamentale, on n'a pas retiré une des barrières essentielles pour pouvoir atteindre cette vision de, une fois de plus, résoudre pour les cancers dans notre vie. Le deuxième point, c'est par rapport à l'investissement dans les innovations thérapeutiques. Donc je pense que la plupart d'entre vous sont
assez familiers avec la chimiothérapie. Donc souvent, là, on parle de molécules synthétiques, de molécules synthétisées donc, par des chimistes. Mais aussi maintenant, on commence à parler de thérapie génique, de designer drugs, c'est-à-dire un patient vient se présenter, une analyse génomique est faite et on développe un médicament pour ce patient. Je vous dirais qu'aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement la règle, parce qu'on ne connaît pas assez cette traduction entre le génome et les conséquences biologiques, mais ça n'empêche que vu notre trajectoire et vu les progrès incrémentaux qui sont faits toutes les années, toutes les décennies, pardon, on commence à voir qu'en fait, on pourrait imaginer qu'un patient se présente avec un certain profil génomique et on puisse développer une thérapie dite médecine de précision qui sera faite exactement contre sa tumeur. On commence, on va y arriver. Ce qui veut dire que derrière ça, il doit y avoir un maillage étroit donc, entre chercheurs fondamentaux, biologie, académiques, privés, et aussi innovateurs dans la biotech, dans la pharma, ou d'autres domaines où de nouvelles plateformes thérapeutiques sont identifiées. Le troisième point, je l'attaquerai plutôt par on va dire une problématique d'éthique. Si aujourd'hui on avait la capacité de pouvoir dire dans 10 ans, monsieur Intel, vous allez probablement être diagnostiqué avec ce cancer. Aujourd'hui, aucune manifestation, aucun problème, excellente santé. Est-ce que ça, c'est une situation qu'on sait aujourd'hui aborder? Est-ce que c'est une situation, on va dire, suffisamment mise en avant, où on a ce dialogue, ce débat entre nous, entre différents membres de la société, pour vraiment pouvoir comprendre quelles seront les conséquences personnelles, conséquences autour de la famille, hein, conséquences autour de la société, d'avoir cette information. Peut-être on va mettre cette situation peut-être en face d'une autre situation. Un patient diagnostiqué avec un cancer, tumeur opérée, et maintenant on peut offrir à ce patient des outils de détection early. Et on ne parle plus là d'imagerie, on parle en fait d'une prise de sang. Et avec cette prise de sang, aujourd'hui, en fait, on est capable, pour certains cancers, pour certains patients, de déterminer si cette personne aura une récurrence. Pour vous donner un peu un ordre de magnitude, donc aujourd'hui, avec une prise de sang, il vous suffit à peu près de 10 millions de cellules pour pouvoir détecter un signal et déterminer la probabilité qu'il y aura une récurrence. Au niveau imagerie, même s'il y a eu beaucoup de progrès et on voit une trajectoire de progrès qui est très encourageante, on est quand même dans une situation où il nous faut 100 fois plus de cellules. Donc on parle à peu près d'1 milliard de cellules qui doivent être présentes. Donc 1 milliard de cellules tumorales qui doivent être présentes pour pouvoir maintenant déterminer par des outils très précis d'imagerie, oui ou non, il y aura une récurrence. Dans cette situation, je pense que la question, elle est plus facile à aborder, mais en revenant sur le premier cas, je pense qu'à un niveau sociétal, on doit vraiment, dès maintenant, commencer à s'interroger sur comment allons-nous traiter ce genre de situation. Un autre point, c'est relié au partage d'informations. On parle de open sourcing. Je vous dirais que dans le domaine biomédical, même devant toutes ces avancées technologiques, tous ces signaux très encourageants de guérison, que ce soit en cancer ou sur d'autres maladies, le fait est que quand même les chercheurs biomédicaux sont un peu trop souvent dans leur tour d'ivoire. Et j'en suis coupable, et donc c'est une des raisons pourquoi j'ai accepté de venir essayer de présenter quelques réflexions sur comment allons-nous guérir le cancer dans notre vie. Mais en même temps, je trouve que cette dynamique, il faut vraiment l'accélérer et adopter des outils dans d'autres secteurs. Donc je vous ai mentionné l'open sourcing, crowdsourcing. Ce sont des initiatives qui commencent aujourd'hui à s'ancrer un peu dans cette démarche biomédicale, mais je trouve insuffisantes.
Il y a un an, le gouvernement américain a annoncé le Cancer Moonshot, en analogie à Moonshot, lancer une fusée sur la Lune. Donc avec ce même type, on va dire, de vision, aujourd'hui, on commence à voir une certaine dynamique de partage d'informations. Cette information, c'est quoi? C'est tout simplement une prise de sang, une analyse génomique. On met ça dans une base de données et des chercheurs du monde entier peuvent accéder à l'information. Pour différentes raisons, hein, des raisons de l'inconnu, raisons en fait d'inquiétude par rapport à la façon dont on traite l'information personnelle, on ne maximise pas cette opportunité de mettre à disposition dans le cloud notre information génomique, qu'on soit en santé ou qu'on soit malade, pour que tous les chercheurs du monde puissent développer des hypothèses, puissent aussi éviter peut-être de répéter les erreurs du passé et vraiment travailler donc dans une communauté de partage, d'open sourcing. Cancer Moonshot c'en est un. Il y a de nombreuses initiatives qui commencent à obtenir de l'attraction. Il faut faire plus. Il faut encourager les membres de la société dans un cadre, on va dire, juridique, éthique, qui soit acceptable pour tous. Hein. On ne va pas commencer aussi à donner accès à de l'information totalement décodée à n'importe qui. Il faut comprendre quelles sont les questions qui veulent être posées. Mais ça n'empêche que la démarche de partage est vraiment, vraiment très importante. Un quatrième point, c'est tout simplement relié à l'utilisation d'intelligence artificielle. Donc une fois de plus, souvent ce qu'on retrouve, c'est que vous avez des experts dans un domaine qui ont du mal à reconnaître les avancées dans d'autres domaines. Tout ce qui est machine learning aujourd'hui est utilisé dans l'ingénierie. On construit des avions sans avoir construit l'avion, en faisant tout en 3 dimensions. Au niveau biomédical, on commence cette démarche, mais je vous dirais qu'à part quelques acteurs, Intel, Dassault, Watson, on n'est pas suffisamment, je pense, dans une démarche d'appropriation de tous les outils technologiques qui pourraient nous aider à faire tomber certaines de ces barrières. Le dernier point que je souhaiterais partager avec vous, et le plus évident, c'est l'implication des patients, des membres de leur famille dans cette bataille qui probablement s'il ne nous a pas déjà touchés, va tous nous toucher. Aujourd'hui, un chiffre hein, qui me surprend toujours, hein, et ça fait maintenant des années qu'il est mis en avant, je l'ai vérifié, je l'ai checké, et en fait j'arrive toujours à ce chiffre, c'est que malheureusement, vous avez à peine un patient sur 10 qui serait éligible aux essais cliniques qui en bénéficie. Pour multiples raisons. Raisons émotionnelles, raisons de connaissance, raisons de perception du risque, parfois des raisons réelles, hein, parce que tout essai clinique n'est pas nécessairement safe, surtout au démarrage. Mais en même temps, quand on pense au fait que 9 patients sur 10 n'ont pas cette opportunité d'au moins de pouvoir se demander est-ce que je participe ou pas, ou est-ce que je participe à cet essai clinique, je trouve que c'est une opportunité manquée. Donc je ne suggère pas que 100% des personnes qui sont éligibles à un essai clinique vont le savoir et vont y participer. Par contre, en même temps, c'est une façon importante de faire avancer la recherche biomédicale. C'est potentiellement une chance pour les patients. Et c'est à nous aussi à mettre en avant le fait que les essais cliniques sont là pour les patients et de nombreuses initiatives en fait sont mises en avant pour essayer de baisser ces barrières. Hein. Ça peut être parfois la distance entre le domicile d'une personne et l'endroit où il va être administré avec un médicament. Et c'est tout simplement de mettre au service de la personne une voiture pour qu'on puisse l'accompagner à cette clinique. Donc voilà. Donc, on a passé quelques temps ensemble, j'ai essayé de partager avec vous quelques points. Comme vous voyez, à part un seul point, qui était plus d'investissement dans la recherche biomédicale, la plupart en fait sont reliés à nos comportements,
à une approche, on va dire, de se mettre en avant, de partager l'information, puis de discuter de ces challenges, et puis de travailler tous ensemble. Donc, quand on prend ce cercle de différentes barrières, je pense qu'il faut qu'on les attaque toutes. Il faut que toutes ces barrières soient retirées en même temps. Mais en même temps, j'ai plein d'espoir, et c'est la raison pourquoi je continue à m'investir énormément dans cette bataille. Je pense qu'on va y arriver. On a à peu près 40, 50 ans, j'espère, peut-être même 60, 70, hein, si on pense qu'on va vivre au-delà de 100 ans. Mais le point, c'est que c'est à notre portée, mais il va falloir qu'on change certains de nos comportements pour pouvoir y arriver. Donc voilà, je voulais vous remercier pour votre attention. J'ai quelques minutes pour répondre à quelques questions, et merci une fois de plus. Ok, l'araignée est là, les armes de main pour indiquer tout type de maladie. Je vais prendre peut-être la troisième, là, qui est une bonne question. Ça va m'échauffer parce que la première, elle est tough. La R&D aura-t-elle les armes de main pour éradiquer tout type de maladie? Je vous dirais que le cancer, l'oncologie, a bénéficié d'énormément d'investissements. Il faut encore en faire plus. Je pense que d'ici 10 ans, 20 ans, les problèmes neurologiques vont être encore plus visibles. Je comprends qu'aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, des maladies comme la démence, Alzheimer, ça paraît comme un problème qui n'atteint que les autres. Mais je pense que si on commence à pousser notre espérance de vie, les courbes de maladies neurologiques vont nous accompagner. Et donc, par rapport à l'éradication de toutes les maladies, je pense que ça nécessite un appel aux armes, au même titre que j'ai fait aussi devant vous cet appel aux armes contre le cancer. Je pense qu'il faut qu'on soit encore plus conscient des maladies qui sont devant nous, entre autres les maladies reliées au cerveau. Je vais prendre la question sur transmettre son génome dans un cloud n'est-il pas dangereux car nous divulguons nos faiblesses aux assureurs et aux personnes qui nous veulent du mal? C'est une question difficile parce qu'en fait elle est riche, mais elle est très intéressante. Donc c'est là, je pense, où il faut effectivement avoir ce dialogue, pas avec certaines personnes dans la salle et d'autres dehors. Je pense qu'il faut tout mettre en avant. Et il faut qu'on y aille ensemble, parce que je pourrais même vous dire que les assureurs sont potentiellement des patients, sont potentiellement des membres de vos familles. Donc je pense qu'on ne gagne rien à écarter certaines personnes. Oui, nos objectifs, on va dire, court terme, peut-être ne se recoupent pas évidemment, mais je pense qu'à une échelle moyen-long terme, et si on adopte une attitude de se dire qu'on est tous dans la même barque, il faut ramer dans le même sens. Je pense que ce point, il faut l'adresser de manière transparente. Après, les personnes qui nous veulent du mal, je ne sais pas qui nous veulent du mal. Je pense qu'effectivement, on a tous peut-être des ennemis ou des personnes qui nous veulent du mal, mais bon, il ne faut pas trop s'en préoccuper. L'immortalité est-elle envisageable? Waouh. Ça dépend ce que vous voulez dire par immortalité. Immortalité, c'est mon cerveau attaché à un robot, peut-être. Immortalité, c'est mon corps avec juste une main robotique. Ou immortalité, c'est moi aujourd'hui transposé dans 100 ans. Je ne sais pas. Je pense que c'est une vision ou une cible noble. Je pense que pour l'instant, moi je vous dirais que c'est envisageable, mais peut-être pas dans notre génération, je pense. J'ai le temps, j'ai juste une petite minute là. Le cancer éradiqué, doit-on s'attendre à une révolution? Et si oui, de quel ordre? Social, anthropologique, politique, économique? Tout à fait. Je pense que là, le point là, de la question, en fait, il reprend les messages de mon speech, c'est que ce n'est pas les chercheurs biomédicaux par eux-mêmes, c'est vraiment l'ensemble de la société qui doit mettre en avant de la même façon. Quand on regarde
en fait certaines discussions dans certains secteurs qui sont beaucoup plus inclusifs de différentes parties prenantes de la société. Je perçois qu'au niveau biomédical, c'est pas avec la même dynamique. Donc je pense qu'il faut qu'on se réunisse tous autour de la table, incluant donc un débat social, anthropologique, politique, économique, et bien sûr biomédical, clinique, pour pouvoir vraiment atteindre cette révolution, ou plutôt cette évolution incrémentale qui, au bout du compte, sera effectivement une révolution. Ok, voilà, c'est mon temps. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.